La pauvre femme de ménage a murmuré au millionnaire « Ils ont mis du poison dans votre boisson ». Chaque matin, avant que le soleil ne perce les brumes du ciel parisien, Claire Dubois traversait les rues encore silencieuses du quartier d'affaires de la Défense. 32 ans, silhouette discrète, regard baissé et geste précis, elle passait les portiques de sécurité sans un mot, badgeant l'entrée comme on tourne une clé dans une serrure qu'on connaît par cœur. Son uniforme gris clair, sa blouse toujours impeccable, ses gants de latex dans la poche droite, tout en elle évoquait l'invisibilité fonctionnelle d'une vie effacée. Le bâtiment où elle travaillait, une tour de verre et d'acier s'élevant comme un monument au pouvoir, abritait les sièges sociaux de plusieurs entreprises de renom. Les couloirs brillaient d'un éclat presque clinique. Les murs réverbéraient les pas pressés des cadres en costume et les conversations à voix basse d'hommes et femmes d'affaires naviguant entre réunions, contrats et décisions à plusieurs millions d'euros. Claire y évoluait en silence, effaçant les traces d'un monde qui ne la voyait pas. Elle commençait toujours par le 42e étage. Là-haut, les salles de réunion bordées de baies vitrées offraient une vue imprenable sur tout Paris. Mais Claire n'avait pas le luxe de s'arrêter pour admirer la tour Eiffel ou les toits haussmanniens. Elle nettoyait méthodiquement les surfaces, replaçait les fauteuils, essuyait les traces de doigts sur les vitres, vérifiait que chaque espace donnait l'illusion d'un lieu immaculé, prêt à accueillir les puissants. Les employés ne lui adressaient que rarement la parole, un hochement de tête poli, parfois un sourire mécanique, souvent rien du tout. Elle était là, mais sans y être. Cela lui convenait. Claire n'était pas venue chercher des relations ou de la reconnaissance. Elle avait appris au fil des années que l'invisibilité pouvait être un bouclier autant qu'une prison. Et elle préférait 1000 fois le silence à la pitié ou à l'indifférence déguisée en politesse. Cependant, si elle ne parlait pas, elle écoutait, et si personne ne la regardait, elle, en revanche, observait tout. Les tensions entre cadres, les regards fuyants, les sourires trop larges pour être sincères, les murmures au détour d'un couloir, les documents laissés ouverts trop longtemps, les gestes de nervosité qu'aucun coach en communication n'aurait su dissimuler. Claire connaissait les rythmes, les habitudes, les non-dits de cet univers. Elle y vivait comme un fantôme lucide, attentive aux moindres détails. Ce matin-là, elle avait remarqué une agitation inhabituelle dès son arrivée. Le personnel de sécurité semblait plus nombreux, les cadres plus nerveux. On parlait à voix basse dans les ascenseurs, on consultait frénétiquement les téléphones. Une réunion importante allait se tenir au 53e étage, dans la grande salle de conférence qui n'était nettoyée qu'en fin de journée. Claire n'y avait pas accès, sauf circonstances exceptionnelles. Pourtant, on lui demanda ce jour-là d'y monter dès 8 heures pour un nettoyage express, avant l'arrivée des invités. Elle obéit sans poser de questions, mais son esprit enregistrait chaque détail. En montant, elle croisa plusieurs hommes en costume sombre, oreillettes discrètes, regard fixe, des agents de sécurité privés, visiblement engagés pour l'événement. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle sentit l'importance de ce qui allait s'y jouer. La table de conférence, longue et imposante, avait été lustrée, les bouteilles de champagne disposées avec soin dans des seaux argentés, les verres alignés avec une précision maniaque. Claire fit ce qu'on attendait d'elle. Un passage rapide sur les surfaces, un coup de chiffon sur les vitres, une vérification du matériel. Rien de plus. Mais elle n'était pas dupe. L'arrivée annoncée d'Étienne Morel, un des hommes les plus puissants de France, fondateur d'un empire financier transcontinental, expliquait le déploiement de moyens. Claire connaissait son visage. Elle l'avait vu dans les journaux, à la télévision, sur les couvertures de magazines. Jamais en vrai. Pas encore. Quand elle redescendit aux étages inférieurs, elle croisa les premiers invités, des hommes et des femmes au port altier, au regard calculateur. Elle se faufila entre eux comme un courant d'air, terminant son parcours sans bruit. Mais au fond d'elle, quelque chose avait bougé. Elle ne savait pas encore quoi. Pas encore. Le reste de la matinée s'écoula dans un tourbillon de pas précipités, de sonneries de téléphone et de portes qui s'ouvraient et se refermaient avec frénésie. Claire poursuivait son travail comme à son habitude, balayant les couloirs, vidant les corbeilles, alignant les chaises. Pourtant, une tension imperceptible vibrait dans l'air comme une corde sur le point de rompre. À mesure que l'heure de la réunion approchait, les visages se fermaient, les chuchotements s'intensifiaient. Les sourires devenaient crispés. Au 53e étage, les allées et venues s'étaient multipliées.
Claire, bien qu'ayant fini son travail là-haut, y avait été rappelée pour une vérification de dernière minute. À travers les parois vitrées, elle vit les préparatifs s'accélérer. Les techniciens ajustèrent les micros, les assistants vérifièrent les dossiers. Mais ce fut dans un couloir adjacent, bien en dehors du tumulte, que tout bascula. Elle avait descendu son chariot de produits d'entretien au bout d'un long corridor, juste à côté d'un petit salon de réception, rarement utilisé. Les lieux semblaient vides. En revenant sur ses pas, elle entendit un léger cliquetis métallique, comme celui d'un bouchon qu'on retire discrètement. Curieuse, elle ralentit le pas. Et ce qu'elle vit dissimulé derrière la porte entrebâillée la pétrifia. Un des agents de sécurité, grand, cheveux ras, visage fermé, tenait une fiole minuscule entre les doigts. Il l'inclina avec précaution au-dessus d'une flûte de champagne, celle posée en tête de table, visiblement réservée au principal invité. Claire reconnut la bouteille de Dom Pérignon millésimée, celle-là même qu'elle avait vue préparer plus tôt. Le liquide versé se mélangea au champagne sans bruit, mais elle remarqua une très légère variation de teinte, presque imperceptible. L'homme referma la fiole d'un geste précis et s'éloigna en remettant un gant noir sur sa main droite. Claire se figea. Son cœur battait violemment contre sa poitrine. Une chaleur glacée l'envahit de la nuque jusqu'aux doigts. Elle avait été témoin de quelque chose de grave, quelque chose de dangereux. Son premier réflexe fut de s'éloigner, de disparaître, de faire comme si elle n'avait rien vu. Mais une impulsion irrépressible, plus forte que sa prudence, la poussa dans la direction opposée. Quelques instants plus tard, dans un autre couloir menant à la salle de conférence, elle vit Étienne Morel lui-même apparaître, entouré de 2 conseillers. Il marchait d'un pas calme mais assuré. Vêtu d'un costume bleu nuit sur mesure, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, ses yeux perçants scrutant l'horizon comme s'il maîtrisait déjà tout ce qui allait se dire. Claire, sans réfléchir, s'avança d'un pas. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de l'approcher. Elle savait qu'elle risquait son emploi, peut-être pire, mais son corps avait agi avant que sa peur ne la rattrape. Elle s'arrêta à sa hauteur, suffisamment proche pour qu'il la voie, suffisamment loin pour ne pas paraître intrusive. Étienne s'arrêta, surpris par cette femme qu'il n'avait jamais remarquée. Claire le regarda droit dans les yeux, d'un air grave, et murmura d'une voix basse, presque tremblante, « Ils ont mis du poison dans votre verre. » Étienne fronça légèrement les sourcils. Il la fixa, cherchant à comprendre si elle plaisantait, si elle était folle ou si elle disait la vérité. Mais Claire ne détourna pas le regard. Il y avait dans ses yeux une sincérité brute, dénuée de tout intérêt. Une peur muette, mais surtout une détermination qui ne pouvait être feinte. Il hésita une fraction de seconde, puis tourna la tête vers la salle de réunion, où la table avait été dressée avec soin. Son regard se posa sur la coupe de champagne posée à son nom. Il fit un pas dans sa direction, s'approcha du verre et l'observa. La lumière du plafond se reflétait sur le liquide doré. Et là, à peine perceptible, une nuance très subtile de trouble. Il n'était pas expert, mais quelque chose n'était pas tout à fait normal. Il se redressa lentement, puis fit un signe discret à l'un de ses hommes. « Dites-leur que la réunion est reportée. » Maintenant. Claire resta figée. Elle ne savait pas si elle venait de sauver une vie ou de signer son arrêt de mort. Mais dans les yeux d'Étienne, juste avant qu'il ne tourne les talons, elle vit passer une étincelle de doute. Pas de peur, pas encore. Juste un choc silencieux. Et la certitude que pour la première fois quelqu'un avait osé lui dire une vérité que personne n'aurait jamais formulée. Étienne ne dit rien d'autre. Il s'éloigna du couloir à pas mesurés, suivi de ses 2 assistants et d'un garde du corps dont les yeux passaient sans cesse d'un visage à l'autre. Claire resta là, figée, les mains moites et le souffle court. Elle s'attendait à être arrêtée, interrogée ou tout simplement renvoyée sur le champ. Mais personne ne s'approcha d'elle. Personne ne cria. Rien. Le silence retomba dans le couloir, comme une chape de plomb. Quelques minutes plus tard, la salle de conférence fut vidée. Des ordres furent donnés à voix basse, des appels téléphoniques s'enchaînèrent. L'équipe de sécurité du bâtiment fut convoquée d'urgence. Claire, toujours dissimulée près de son chariot, entendit les mots « évacuation préventive » et « risque de contamination ». Tout se passait vite, trop vite. Personne ne semblait remarquer la femme de ménage au fond du couloir, celle-là même qui avait provoqué cette réaction en chaîne. Mais Étienne, lui, n'avait rien oublié. Dans l'ascenseur privé qu'il emprunta pour regagner son bureau, il fixait l'écran de son téléphone sans vraiment le regarder.
Les mots de Claire résonnaient dans sa tête. La voix calme, presque douce, avec cette urgence cachée dans les syllabes. Il avait lu dans son regard quelque chose de rare, une vérité brute, sans stratégie ni manipulation. Elle n'était pas venue chercher de faveur, ni même de remerciement. Elle avait simplement agi. Il se rappela alors le verre, l'éclat du liquide, ce trouble si discret qu'il aurait pu passer inaperçu. Il avait été tenté d'en boire une gorgée, par automatisme, par habitude, et si elle ne l'avait pas arrêté? Ce simple geste, ce murmure glissé comme un souffle, avait peut-être changé le cours de sa vie. Dans son bureau du 55e étage, avec une vue imprenable sur les toits de Paris, Étienne fit venir son chef de sécurité personnel, un homme qu'il connaissait depuis plus de 10 ans, celui-là même qui avait supervisé l'événement. Il ne dit rien de précis. Il demanda simplement à voir le planning des agents présents ce jour-là, la liste des employés ayant eu accès à la salle de réunion et la provenance exacte des bouteilles de champagne. Le responsable haussa un sourcil, surpris par la demande, mais s'exécuta sans discuter. Pendant ce temps, Claire fut abordée par un membre de la sécurité interne. On lui demanda de les suivre dans une pièce du 34e étage, utilisée pour les entretiens et les audits internes. Elle obéit sans résistance, le cœur battant, tentant de garder son calme. Elle savait que le moment qu'elle redoutait approchait, mais elle se sentait prête, ou du moins déterminée, à ne pas se laisser écraser. La pièce était nue, avec une table, 2 chaises et une lumière blanche un peu trop forte. Un homme en costume gris l'attendait, accompagné d'une femme qui prenait des notes sur une tablette. Claire s'assit, droite, les mains croisées sur ses genoux. On lui demanda de raconter ce qu'elle avait vu. Elle le fit avec calme et clarté. Pas un mot de trop, pas une hésitation, mais elle vit rapidement le scepticisme se glisser dans leurs regards. L'homme haussa les sourcils, croisa les bras. « Vous affirmez avoir vu un agent verser du poison dans un verre. Vous avez vu la fiole, le liquide, et vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?»« Oui, répondit-elle simplement. La femme interrompit sa prise de notes. « Et pourquoi n'avez-vous pas immédiatement prévenu la sécurité ?»« Parce que c'était un des agents de sécurité. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. L'homme se pencha en avant, les coudes sur la table. « Vous avez des preuves ?» Claire secoua la tête. « Non, seulement ce que j'ai vu. » On lui expliqua alors que l'entreprise prenait ces accusations très au sérieux. Trop au sérieux, en fait. Que ce genre de déclaration sans fondement pouvait être interprété comme une tentative de diffamation, voire comme un acte malveillant. Elle comprit que, sans preuve, elle serait réduite au silence, ou au mieux, ignorée. Mais malgré les regards froids, les sous-entendus voilés, Claire resta droite. Elle n'insista pas, ne supplia pas. Elle dit seulement, une dernière fois, « Je sais ce que j'ai vu. » Il la laissera partir. Aucun remerciement, aucune explication. On lui demanda de ne pas en parler, de retourner à ses tâches comme si de rien n'était. Et elle le fit. Elle reprit son chariot, redescendit au 32e étage et recommença à nettoyer comme chaque jour. Mais quelque chose avait changé. Claire sentait le poids de chaque regard posé sur elle. Elle entendait les silences autour de son passage, les conversations brusquement interrompues. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Et quelque part, tout au fond, elle savait aussi qu'elle venait d'entrer dans un monde auquel elle n'aurait jamais dû appartenir. L'après-midi s'étira comme un fil tendu, fragile, prêt à céder au moindre faux mouvement. Claire, bien que libre de ses mouvements, sentait les murs se refermer lentement autour d'elle. Chaque couloir qu'elle empruntait lui semblait plus étroit, chaque porte croisée, plus lourde. Les regards que l'on jetait dans sa direction étaient furtifs, mais chargés. Quelque chose flottait dans l'air, une suspicion muette, comme si l'on attendait qu'elle trébuche, qu'elle dise un mot de trop, qu'elle confirme les soupçons sans même ouvrir la bouche. Vers 15 heures, un appel radio discret retentit sur le talkie-walkie qu'elle portait à la ceinture. Sa responsable directe lui demanda de monter au 40e étage pour une réunion exceptionnelle du personnel de maintenance. Une première. Claire n'avait jamais été conviée à de telles réunions en plein milieu de la journée. Elle ne protesta pas. Elle monta. Le 40e étage, en dehors de son activité habituelle, comportait quelques bureaux inoccupés et une petite salle utilisée pour la formation interne. Lorsqu'elle entra, elle constata que personne d'autre ne s'y trouvait. Seulement 2 hommes assis, qu'elle reconnut comme faisant partie de l'équipe de sécurité du bâtiment, mais qu'elle n'avait jamais vus de si près. Ils se levèrent dès qu'elle entra, lui indiquant une chaise de la main sans un mot.
Elle s'assit, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. « Claire Dubois », dit l'un des deux hommes avec une voix douce, presque trop douce, comme un gant en velours cachant un point de fer. « Nous aimerions simplement revenir sur les événements de ce matin. » Claire acquiesça, le visage neutre. « Vous avez affirmé avoir vu un agent verser une substance dans un verre réservé à Monsieur Morel. Vous comprenez la gravité d'une telle déclaration, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Nous avons vérifié les vidéos de surveillance. Rien ne montre l'acte que vous décrivez. Aucun comportement suspect, aucune manipulation de verre. Tout semble normal. » Claire ne broncha pas. Elle connaissait l'existence de cette caméra, mais elle savait aussi que son angle ne couvrait pas totalement la zone où l'agent avait agi. Si elle avait raison, et elle en était certaine, alors l'acte avait été commis dans l'angle mort. « Et pourtant, je l'ai vu », répondit-elle simplement. L'homme échangea un regard avec son collègue, puis reprit « Nous avons également interrogé l'agent en question. Il nie formellement. Aucun passé suspect, aucun comportement inhabituel en 10 ans de service. » « Cela ne veut rien dire, » dit Claire avec calme. « Un masque peut tenir très longtemps. » Cette phrase sembla agacer son interlocuteur, qui pencha la tête légèrement. « Peut-être avez-vous mal interprété ce que vous avez vu, peut-être une illusion, une bouteille de nettoyage confondue. Vous manipulez beaucoup de produits, après tout. » « Ce n'était pas une illusion, dit-elle. » Ils restèrent silencieux un instant. Puis l'autre homme prit la parole d'une voix plus ferme. « Nous allons vous demander de rester ici quelque temps, le temps de clarifier certains points. Votre badge d'accès sera temporairement désactivé, sauf pour les niveaux de service. Vous pouvez toujours travailler, mais uniquement aux étages qui vous seront assignés. »« C'est une mise à l'écart » demanda-t-elle sans détour. « Disons, une mesure préventive, pour votre sécurité et celle de tous. » Claire comprit. Elle était désormais un élément instable, un témoin indésirable, un risque. On ne la renvoyait pas encore. Mais on la plaçait sur une voie parallèle, dans un couloir sans sortie, où tout faux pas serait une excuse pour l'éjecter sans bruit. On espérait peut-être qu'elle abandonnerait d'elle-même. Elle fut raccompagnée sans ménagement. Son badge reprogrammé, ses affectations modifiées, les étages supérieurs, les salles de réunion, les zones stratégiques, toutes devenues inaccessibles. On lui assigna désormais les espaces de stockage, les zones techniques, les niveaux inférieurs du bâtiment, loin des projecteurs. Les jours suivants, elle travailla en silence. Elle ne parla à personne. Personne ne vint la voir. Aucun collègue ne lui demanda ce qui s'était passé. Les gens savaient. Et ceux qui ne savaient pas pressentaient que quelque chose clochait. Claire se retrouvait dans un isolement presque total, comme si elle était entourée d'un champ magnétique repoussant. Pourtant, elle ne plia pas. Elle observait. Elle écoutait. Elle notait chaque détail, l'heure exacte à laquelle certains gardes changèrent de poste, les allées et venues inhabituelles, les visages nouveaux, les regards qui se croisaient un peu trop vite, l'ordre dans le chaos apparent. Elle gardait le souvenir du regard d'Étienne Morel, ce bref instant où il avait vu ce qu'elle voyait, ce moment de flottement, de lucidité. Cela suffisait pour qu'elle ne doute pas. Elle n'était pas folle. Elle n'avait pas rêvé. Et si personne ne voulait la croire, elle finirait par leur forcer la main. Elle n'était qu'une femme de ménage, oui, mais elle avait vu. Et cela faisait d'elle une menace que personne ne prendrait jamais au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La routine imposée à Claire depuis sa mise à l'écart semblait conçue pour l'user. Ses journées se limitaient désormais à des allées et venues monotones, dans les sous-sols techniques et les réserves de matériel, loin du tumulte des étages supérieurs. Le badge restreint qu'elle portait autour du cou la cantonnait à quelques niveaux anonymes, comme si elle n'était plus qu'une présence tolérée, utile mais indésirable. Pourtant, elle acceptait ce silence comme un répit. Cela lui permettait de penser, et surtout, de se souvenir. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, épuisée mais incapable de fermer l'œil, une image surgit dans son esprit avec une clarté douloureuse. La petite caméra murale fixée juste en face de la salle où elle avait vu l'agent manipuler le verre. Claire la nettoyait presque chaque matin, frottant son boîtier arrondi sans jamais vraiment y prêter attention. Était-elle active ce jour-là? Était-elle dirigée vers le bon angle? Elle n'en avait aucune certitude, mais c'était sa seule chance. Le lendemain, au lieu de suivre machinalement son trajet habituel, elle trouva un prétexte pour remonter discrètement jusqu'au niveau où la caméra était fixée. Elle prit soin de se déplacer aux heures creuses, lorsque la sécurité était réduite.
En passant devant la salle concernée, elle leva les yeux. La caméra était toujours là, intacte. Son petit voyant lumineux rouge était allumé, preuve qu'elle fonctionnait au moment des faits. Mais l'accès aux enregistrements, elle le savait, était limité aux équipes techniques. Et elle n'avait aucune autorisation, encore moins maintenant. Pourtant, elle se souvint d'une conversation ancienne, remontant à quelques semaines plus tôt. Un technicien en maintenance, Thomas, un homme discret et un peu bourru, lui avait demandé un jour de l'aide pour repositionner une échelle sous une caméra défectueuse. Elle avait accepté, sans y prêter attention. En échange, il lui avait remis un objet en plaisantant « Tiens, un petit cadeau de précaution. On fait des sauvegardes manuelles, parfois. On sait jamais. Garde-le bien. Ça pourrait te sauver les fesses un jour. » C'était un simple pendrive noir, glissé dans un sachet plastique transparent. Elle l'avait rangé chez elle, dans une boîte à outils, sans jamais y penser depuis. Mais à présent, l'importance de ce geste prenait tout son sens. Si Thomas avait copié des extraits vidéo par précaution, comme il le disait, peut-être avait-il inclus des enregistrements de la caméra en question. Peut-être, sans le savoir, lui avait-il confié la seule preuve tangible de ce qu'elle avait vu. À la fin de son service, Claire rentra chez elle à pas rapide, le cœur battant. Son appartement, situé dans un quartier populaire du 19e arrondissement, était modeste mais rangé. Dès qu'elle franchit la porte, elle se précipita vers le placard, ouvrit la boîte à outils et retrouva le pendrive intact. Ses mains tremblaient en le branchant à son vieux ordinateur portable. Le dossier s'ouvrit. Plusieurs fichiers vidéo y figuraient, tous datés, certains avec des noms évocateurs. Cam 42, entrée sud, salle conférence 3. Elle trouva rapidement le fichier correspondant à la matinée du jour en question. L'horodatage coïncidait. Elle lança la vidéo. L'image était granuleuse, l'angle légèrement en biais, mais on distinguait clairement l'entrée de la salle de conférence et surtout une partie du salon adjacent. Pendant de longues minutes, rien d'anormal. Des allées et venues de personnel, des techniciens, des hôtesses. Puis, à l'instant précis qu'elle avait en mémoire, l'image montra l'agent de sécurité entrer dans le champ. Il portait des gants noirs. Il sortit quelque chose de sa poche, trop petit pour être identifié précisément, et s'approcha d'un plateau sur la table. Son geste fut rapide, presque imperceptible. Il inclina la main au-dessus d'une flûte de champagne. Puis, se redressa, remit l'objet dans sa poche et quitta la pièce sans se presser. Claire sentit son souffle se bloquer. Elle revint en arrière, rejoint la séquence plusieurs fois. C'était flou, mais indéniable. Un geste délibéré, une manipulation dissimulée. Ce qu'elle avait vu était réel, et maintenant elle en avait la preuve. Mais un autre sentiment l'envahit aussitôt, la peur. Si elle avait ce fichier, si elle le gardait sur elle, elle devenait une cible. Si ceux qui avaient tenté d'empoisonner Étienne Morel apprenaient qu'elle détenait cette vidéo, ils n'hésiteraient pas. Elle se savait déjà surveillée, cela ne ferait qu'empirer. Elle grava alors une copie sur un second support qu'elle cacha dans un faux fond de tiroir. Puis elle prit une décision. Elle irait voir Étienne. Elle lui montrerait la vidéo. Il avait été le seul à écouter. Peut-être serait-il le seul à pouvoir la protéger. Mais elle savait aussi qu'elle n'aurait droit qu'à une seule chance. Une seule tentative pour approcher un homme aussi protégé que lui. Une seule occasion de lui tendre la preuve. Et dans cette tentative, tout pouvait basculer. Le lendemain, Claire arriva au travail plus tôt que prévu. Le pendrive dissimulé dans la doublure de son sac à dos, cousu à la main pendant la nuit. Elle avait planifié chaque geste, chaque détour dans les couloirs du bâtiment. Son but n'était pas de remettre la preuve tout de suite, mais de repérer une opportunité réelle d'approcher Étienne Morel sans attirer l'attention. Ce serait difficile. Il n'était jamais seul, toujours entouré, toujours précédé de son ombre. Elle reprit son service comme si de rien n'était, exécutant les tâches ingrates et invisibles qu'on lui assignait désormais. Nettoyer les conduites techniques, vider les déchets recyclables, réapprovisionner les sanitaires des étages inférieurs. Personne ne lui adressait la parole. Mais ce silence fut brisé en milieu de matinée lorsqu'un homme de la sécurité s'approcha d'elle dans un couloir isolé entre deux salles de stockage. C'était un agent qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, musclé, chemise noire, oreillette vissée à l'oreille gauche. Il affichait un sourire figé, mécanique. Il l'interpella par son prénom, ce qui la fit immédiatement tressaillir. Peu de gens ici connaissaient son nom. « Claire Dubois, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton amical.
Elle s'arrêta méfiante, le dos contre la paroi métallique du couloir. Il s'approcha lentement, réduisant la distance entre eux à quelques pas. « Je voulais simplement m'assurer que tout va bien. Tu as vécu un moment troublant ces derniers jours. Il paraît que tu as vu des choses, entendu d'autres. Ça peut peser. » Elle ne répondit pas. Elle le fixait sans détour, analysant chacun de ses mouvements. Il ne cherchait pas à se montrer menaçant. Il jouait la carte de la fausse bienveillance, ce qui était pire encore. « Tu sais, continua-t-il, dans des structures comme celle-ci, il y a toujours des zones grises, des tensions internes, des malentendus. Et parfois, des gens bien intentionnés finissent par créer de gros problèmes, sans le vouloir. » Il fit une pause, baissa légèrement la voix. « Je dis ça parce qu'on tient à toi. Tu es là depuis longtemps, non? Sérieuse, discrète, pas du genre à causer des remous. Alors écoute, ce serait dommage que tout ça change. » Il avança encore d'un pas. Elle sentit son souffle, son regard qui ne sciait pas. « Ne t'occupe plus des histoires qui ne te concernent pas. C'est mieux pour tout le monde. » Puis il se redressa, lui adressa un dernier sourire fin et s'éloigna en silence, comme s'il venait de lui souhaiter une bonne journée. Claire resta immobile plusieurs secondes, l'estomac noué. Il n'y avait pas eu de menace explicite, aucun mot dur, mais le message était limpide. Il savait et il l'observait. L'après-midi, alors qu'elle tentait de reprendre son calme dans la salle de pause réservée au personnel de nettoyage, elle remarqua que ses produits de travail avaient été déplacés. Son chariot n'était pas à sa place habituelle. Son casier avait été entrouvert. Elle ne trouva rien de manquant, mais elle comprit que c'était un avertissement. On avait fouillé dans ses affaires, cherché quelque chose. Elle fit semblant de ne rien voir, mais rangea immédiatement le pendrive dans un nouvel emplacement plus sûr. Elle le cacha dans un gant de ménage doublé, plié au fond d'un seau inutilisé que personne ne touchait jamais. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le garder sur elle en permanence. Ce n'était plus prudent. Ce soir-là, en quittant le bâtiment, elle ne prit pas la ligne de métro habituelle. Elle changea 2 fois d'itinéraire, observa les passants, les rétroviseurs des voitures. Paranoïa ou précaution vitale? Elle n'en savait rien. Mais chaque ombre lui paraissait désormais suspecte. Chaque pas derrière elle, une menace potentielle. Pour la première fois, Claire ressentit la solitude absolue de ceux qui savent sans pouvoir prouver. Ceux qui dérangent l'ordre établi, même involontairement. Elle avait franchi une frontière invisible et les règles du jeu n'étaient plus les mêmes. Pourtant, une chose résistait en elle. Une intuition presque viscérale que tout cela allait plus loin qu'un simple empoisonnement. Que ce n'était pas qu'un acte isolé, ni une vengeance personnelle. Quelque chose de plus vaste était à l'œuvre, et elle s'y retrouvait mêlée sans l'avoir choisi. Elle savait maintenant qu'elle devait agir rapidement. Le danger n'attendrait pas. Il l'avait déjà frôlé. 2 jours s'étaient écoulés depuis la menace déguisée dans le couloir. Claire, en apparence, reprenait sa routine. Gestes méthodiques, discrétion absolue, silence pesé. Mais derrière cette façade se préparait une manœuvre. Elle n'attendait plus une solution. Elle allait provoquer le moment. Ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'espérait. Un appel en interne, transmis par l'interphone de service, lui demanda de se rendre au 49e étage pour un nettoyage exceptionnel. Aucun détail, aucune explication. Une affectation hors de son secteur, ce qui, selon le nouveau protocole, était en soi anormal. Elle hésita, puis monta, prudemment. L'étage était désert, les bureaux plongés dans un silence de marbre. Une seule porte restait ouverte, celle d'une salle secondaire réservée aux réunions restreintes. À l'intérieur, Étienne Morel, seul, debout face à une baie vitrée, les bras croisés dans le dos. Il se retourna lentement à son entrée. Claire s'arrêta, le regard rivé au sien, droite, sans parler. Il l'observa quelques secondes, puis lui fit signe d'entrer. Il referma la porte derrière elle. « Vous n'avez pas crié, pas insisté, pas cherché à me faire peur. Vous avez juste murmuré. Et disparu, dit-il. Je me suis demandé pourquoi. » Claire répondit, sans détour. « Parce que j'ai vu. » Et personne n'aurait cru plus qu'un murmure. Étienne hocha la tête. Il lui désigna une chaise, s'assit à son tour. Aucun garde dans la pièce, pas de secrétaire. Rien que cette tension palpable entre 2 inconnus liés par un secret. « Depuis votre intervention, dit-il, j'ai fait vérifier chaque bouteille, chaque enregistrement, chaque procédure. On m'a dit que vous aviez mal vu, que vous étiez troublé. On m'a conseillé de ne plus vous parler.
« Et vous êtes ici, murmura-t-elle, parce que je déteste les conseils. » Il la fixa plus intensément. Pour la première fois, elle lut dans ses traits autre chose que la froideur calculée d'un homme d'affaires. Une curiosité réelle, un doute sincère. « Dites-moi exactement ce que vous avez vu, » exigea-t-il. Claire raconta tout. Pas seulement le geste furtif, mais la sensation immédiate, l'instinct, le détail de la fiole, la légère variation dans le liquide, et surtout, la peur dans les gestes du responsable de la sécurité quand il l'avait croisé par la suite. Puis elle parla du pendrive. Elle le décrivit sans le montrer, attendant de voir s'il pouvait mériter sa confiance. « J'ai une copie de l'enregistrement, une caméra murale que je nettoie chaque matin. Elle a capté ce qu'il a fait. Ce n'est pas parfait, mais on voit. » Étienne resta silencieux. Il décroisa lentement les bras, posa ses mains sur la table. « Je veux le voir. » Claire fouilla dans sa mémoire, hésita. Puis sortit de sa poche un petit morceau de papier plié, un simple code alphanumérique griffonné, et le posa sur la table. Il est stocké en ligne. Ce code donne accès temporairement à la vidéo. Il le prit, sans un mot, l'inséra dans son téléphone, visionna. Son visage resta figé, mais Claire vit sa mâchoire se contracter. « C'est lui », confirma Étienne, « mon chef de sécurité personnelle. » Il coupa l'écran, resta silencieux quelques instants, puis leva les yeux vers elle. « Pourquoi me montrer ça maintenant ?» Claire répondit avec calme. « Parce qu'on m'a menacée, parce qu'on m'a isolée, et parce que je ne suis pas folle. J'ai besoin que quelqu'un me voie. Juste ça. » Étienne se leva lentement, fit quelques pas, les mains croisées derrière le dos. Il semblait réfléchir, calculer, évaluer les conséquences d'une trahison aussi proche, aussi intime. Enfin, il revint vers elle. « Vous avez des ennemis, Claire. Moi aussi. Mais vous, vous êtes seule. Ils pensent que vous êtes faible, que vous allez fuir, que vous serez un simple dommage collatéral. » Il marqua une pause. « Je ne suis pas un homme sentimental. Je ne sauve pas les gens. Mais j'admire ceux qui tiennent debout quand tout pousse à s'effondrer. » Claire ne répondit rien. « Vous avez été invisible trop longtemps, dit-il. À partir de maintenant, vous ne l'êtes plus. » Il sortit de sa poche une carte marquée de son sceau personnel. « À partir de demain, vous travaillerez ici sous ma supervision directe. Prétexte, réorganisation du personnel interne, accès complet aux zones restreintes, une promotion officieusement. Et officiellement, vous êtes mon assistante administrative. Vous tapez des rapports, vous rangez des dossiers, vous prenez des notes. Personne ne vous soupçonnera de fouiller. » Claire prit la carte, la regarda un instant, puis la glissa dans sa poche. « Je ne cherche pas à me venger. Je veux juste la vérité. » Étienne sourit pour la première fois. « C'est exactement ce qui me rend curieux de vous. » Puis, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, il ajouta d'une voix plus basse, « Nous allons savoir ce qui se trame, ensemble. » Et à cet instant, dans ce bureau feutré, une étrange alliance venait de naître, ni protocolaire, ni conventionnelle. Une ligne invisible venait d'être franchie. Le monde de Claire changeait. Et cette fois, elle n'était plus seule. Le lendemain, Claire se présenta à l'accueil principal avec la carte remise par Étienne. À peine l'avait-elle passée devant le lecteur que l'écran s'illumina d'un vert rassurant. Pour la première fois depuis des semaines, elle traversa les couloirs sans être arrêtée. Observée, déplacée. On lui avait assigné un petit bureau discret au 45e étage, juste à côté des archives internes. Une couverture parfaite pour qu'elle puisse circuler librement sous prétexte de réorganisation documentaire. Dans l'ascenseur, elle croisa plusieurs cadres supérieurs, dont certains lui lancèrent des regards intrigués. Une femme de ménage promue si brusquement? Cela ne passait pas inaperçu, mais aucun n'osa poser la question. Étienne Morel, après tout, ne faisait jamais rien sans raison. Et quand il agissait, les autres suivaient ou se taisaient. Durant la journée, Claire étudia les plans de sécurité interne, les mouvements d'accès aux étages sensibles, les listes de visiteurs. Étienne, fidèle à sa parole, lui transmettait chaque soir des notes à analyser, des documents à croiser. Tous deux travaillaient séparément mais en silence, bâtissant peu à peu un puzzle dont les contours restaient encore flous. L'enregistrement vidéo, s'il avait ouvert une brèche, n'avait révélé qu'un seul visage. Or, Étienne soupçonnait une chaîne, un réseau. Et les ramifications s'étendaient peut-être bien au-delà de son entreprise. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à teinter les vitres de reflets orangés, Claire reçut un appel interne anonyme,
Court et étrange. Parking niveau -2. Porte technique. Urgence nettoyage. Elle hésita. Aucun appel de ce genre n'était programmé. Elle n'avait rien vu dans les notes du jour indiquant une demande de ce type. Pourtant, quelque chose dans la voix, une nervosité mal dissimulée, éveilla sa méfiance autant que sa curiosité. Elle enfila son manteau, descendit par l'escalier de service, évitant les ascenseurs. Le niveau -2 était une zone rarement fréquentée, réservée au personnel technique et aux fournisseurs. Les lumières y étaient plus faibles, les couloirs plus humides, les échos plus prononcés. En arrivant, elle remarqua immédiatement que la porte technique était entr'ouverte. Elle s'approcha prudemment, jetant un œil à l'intérieur. Vide, aucun matériel renversé, aucun appel d'urgence visible, juste un silence pesant, artificiel. En se retournant, elle vit une silhouette bouger rapidement à l'autre bout du parking, puis une autre. Son cœur accéléra. Elle recula instinctivement vers les piliers centraux. Soudain, un bruit sourd retentit. Un moteur qui rugit dans l'espace clos du sous-sol. Un véhicule, phares allumés, surgit à vive allure d'un angle mort. Claire n'eut que quelques secondes pour comprendre. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une voiture en déplacement. On fonçait sur elle. Elle courut, les semelles glissant légèrement sur le sol de béton. Elle se précipita entre deux colonnes, manqua de tomber puis reprit appui. Le véhicule vira sèchement, poursuivant sa trajectoire. Les phares la traquaient, la lumière blanche découpant son ombre contre les murs gris. Un autre moteur démarra, venant du côté opposé. Elle était cernée. Elle longea les voitures garées, contourna un fourgon, se glissa entre deux chariots de matériel. Son souffle était court, ses poumons brûlants. Elle se sentait comme un animal traqué. Mais l'adrénaline, au lieu de la paralyser, affûta ses réflexes. Elle atteignit enfin une issue de secours, mais la porte était verrouillée. Elle frappa, cria. Personne. Les moteurs ralentirent. Les véhicules se rapprochaient, l'un par l'avant, l'autre par l'arrière, dans une lente chorégraphie de menaces. Le bruit des pneus résonnait dans l'espace comme un compte à rebours. À cet instant, un petit miracle survint. Une alarme interne retentit. 2 bips longs, un court. Un code connu du personnel en cas d'évacuation-simulation. Le système enclencha l'ouverture automatique de plusieurs accès secondaires. Claire bondit vers une issue latérale, que la lumière verte venait d'activer. Elle s'engouffra dans le couloir, claqua la porte derrière elle et courut jusqu'à la cage d'escalier du niveau -1. Là, elle s'arrêta enfin, haletante, le dos collé au mur, les jambes tremblantes. Elle ne savait pas qui avait déclenché l'alarme. Étienne, peut-être, un agent loyal, ou un simple hasard. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'avait plus de doute. On avait essayé de la faire taire, pas de manière symbolique, pas par la peur, par la mort. Elle passa le reste de la nuit à faire le tri dans ses idées, dans ses plans, dans ses espoirs. Ce n'était plus une affaire d'intuition ou de soupçon. Elle avait désormais la preuve de son importance et de la menace. Et au cœur de cette nuit noire, une idée germa. Si elle voulait vraiment survivre, il fallait qu'elle frappe avant qu'il ne recommence. Le lendemain de la tentative d'intimidation dans le parking, Claire ne retourna pas immédiatement au bureau. Elle savait que son apparition précipitée éveillerait trop de soupçons. Son absence serait remarquée, certes, mais elle préférait éveiller des questions que s'exposer à une nouvelle embuscade. Cette nuit-là, dans le silence de son petit appartement, elle repassa dans son esprit chaque détail des derniers mois, et soudain un souvenir refit surface, net, vibrant, comme un éclair dans une pièce sombre. C'était un moment anodin, presque oublié. Quelques semaines avant l'incident, un des techniciens du bâtiment, Julien Marais, lui avait demandé de l'aide pour nettoyer une pièce où il effectuait des remplacements de câblage. Julien était jeune, malin, toujours avec un air détaché, comme s'il observait tout sans en avoir l'air. Ce jour-là, en guise de remerciement, il lui avait donné un objet inhabituel, une clé USB. Elle s'était étonnée du geste. C'est au cas où. Je fais des sauvegardes parfois quand les serveurs plantent ou quand il y a trop de monde à fouiller partout. Si un jour tu tombes sur un pépin, ça peut servir. Il avait souri d'un air entendu, puis était retourné à ses câbles. Claire, trop habituée aux objets sans importance qu'on lui laissait parfois, avait rangé la clé sans la tester, sans y penser. Jusqu'à ce matin, un frisson la parcourut. Et si cette clé contenait autre chose? Quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas,
mais que Julien, d'une manière instinctive, avait jugé bon de préserver hors des systèmes officiels. Elle retourna à son placard, fouilla le tiroir où elle conservait les objets divers récupérés pendant les années. La clé était là, toujours dans son petit sachet. Elle l'inséra dans son ordinateur presque à bout de souffle. Le contenu s'afficha, plusieurs dossiers datés, chacun correspondant à une semaine précise. Des fichiers vidéo, des logs de sécurité, des captures d'écran de systèmes internes. Elle ouvrit un dossier à la date du jour où elle avait vu l'empoisonnement. Le cœur battant, elle lança le fichier vidéo correspondant au couloir adjacent à la salle de conférence. Une autre caméra mal orientée mais active. Et là, visible sous un angle différent, l'homme en noir, le garde personnel d'Étienne, versant discrètement un liquide dans la coupe. Mais cette fois, il ne se contentait pas d'un seul verre. Il manipulait 2 flûtes. Claire sentit sa gorge se serrer. Il ne visait pas qu'Étienne, il visait aussi un second invité. Mais qui? Elle fouilla les documents annexes dans le même dossier. Une liste des participants à la réunion. Des noms barrés, modifiés, annotés. Et tout en haut, le nom d'un actionnaire discret, très influent, connu pour son rôle silencieux dans les décisions du groupe. Henri Delcourt. Un homme que Claire n'avait jamais rencontré, mais dont elle avait déjà vu la photo dans les couloirs du 52e étage. Les implications étaient vertigineuses. Ce n'était pas une tentative isolée contre Étienne, c'était un double sabotage. Peut-être un changement forcé de direction, un coup d'état interne. Elle recula de son bureau, la gorge nouée. La clé USB était devenue bien plus qu'un simple fichier de secours. C'était une bombe. Et désormais, elle en détenait la mèche. Claire savait que garder cette information pour elle serait trop dangereux. Elle devait avertir Étienne immédiatement. Mais comment lui remettre les données sans que cela passe par ses canaux habituels, sans qu'aucune trace numérique ne puisse être interceptée? Elle prit une décision radicale. Elle graverait les vidéos sur un disque et les lui remettrait en main propre. Rien d'électronique, rien d'envoyé. Le jour suivant, très tôt, elle se rendit discrètement à un cybercafé en périphérie de Paris. Là, elle copia les vidéos, les rapports, les preuves, sur un disque physique. Puis, dans une librairie de quartier, elle acheta un livre épais, un vieux roman politique, et y cacha le disque, soigneusement glissé dans une cavité découpée entre les pages. À midi, elle se présenta au siège de la Tour de Verre avec l'air calme et professionnel qu'on attendait désormais d'elle. Sa nouvelle affectation lui permit de monter jusqu'au bureau personnel d'Étienne sans éveiller de soupçons. Elle frappa doucement à la porte. Il ouvrit lui-même. « Une livraison urgente », dit-elle, en tendant le livre. Étienne, sans poser de questions, prit l'objet, comprit à son poids, à son regard, à son silence. Il referma la porte derrière lui. Ce soir-là, elle n'eut aucun message, aucune confirmation, aucun retour. Mais au fond d'elle, Claire savait, le vrai affrontement venait de commencer. Le lendemain matin, lorsque Claire entra dans le bâtiment, l'atmosphère avait changé, subtilement, mais indiscutablement. Les regards étaient plus fuyants, les couloirs un peu trop silencieux, les ascenseurs moins encombrés. On aurait dit que l'air lui-même attendait quelque chose, comme si un orage invisible était sur le point d'éclater. Elle monta à son étage sans être arrêtée, s'installa à son bureau et lança machinalement son terminal, mais elle savait que son attention serait ailleurs. Elle n'attendait qu'un signe. À 10 heures précises, son téléphone interne sonna. Une voix, brève, lui donna une consigne simple. « Bureau 63, tout de suite ». Elle reconnut la voix d'Étienne. Claire prit sa carte, ferma doucement son tiroir et monta 2 étages plus haut. Le bureau 63 était une petite salle aveugle, sans fenêtre, utilisée autrefois pour des réunions confidentielles. Lorsqu'elle entra, Étienne l'attendait, seul, assis devant un écran. Il lui fit signe de refermer la porte, puis appuya sur lecture. Sur l'écran, la scène se déroulait lentement, implacablement. L'homme de confiance d'Étienne, son garde du corps personnel depuis près de 12 ans, apparaissait dans le champ de la caméra. Il vérifiait que personne ne l'observait, puis glissait un flacon argenté de sa poche. Un mouvement rapide de la main, le poignet légèrement incliné, et un liquide clair se déversait dans 2 verres de champagne alignés en tête de table. Puis, aussi naturellement qu'il était venu, il repartait. Étienne mit pause. Se leva lentement, le visage fermé, tendu comme une corde. « Il n'a pas simplement tenté de m'empoisonner », dit-il à voix basse. Il visait aussi Henri Delcourt.
C'est lui qui devait s'asseoir à côté de moi. Un homme discret mais puissant. Trop puissant, peut-être. Claire hocha la tête. Elle n'avait plus besoin d'expliquer. Les images parlaient d'elles-mêmes. Ce que cela signifie, continua-t-il, c'est que cette tentative n'était pas personnelle. C'était une opération structurée. Il n'a pas agi seul. C'est impossible. Il se tourna vers elle, les yeux chargés de détermination. Ce que vous avez déclenché, Claire, va bien au-delà de ma sécurité. C'est une guerre de pouvoir, et nous avons désormais une pièce maîtresse. Il s'approcha d'un coffre mural, y plaça une copie du disque, puis referma le panneau. Il se tourna de nouveau vers elle. Nous devons procéder avec méthode. Je ne peux pas l'accuser frontalement. Il niera. Il détruira les preuves s'il les découvre. Il faut le piéger, lui faire croire que nous ne savons rien. Claire comprit aussitôt. Ils allaient retourner le piège. Étienne proposa un plan. Lors d'une prochaine réunion interne, il porterait un toast. La même disposition, les mêmes vers, les mêmes rituels. Mais cette fois, un détail changerait. Le verre manipulé serait celui destiné au traître. Ils inverseraient les rôles, sous le regard d'une caméra cette fois volontairement activée, contrôlée, sécurisée. Claire aurait un rôle clé, placer les verres avant la réunion, sous prétexte d'une initiative de service introduite par le nouveau protocole interne. Elle serait invisible comme avant, mais cette fois, elle agirait consciemment, posant les pièces du piège en silence. Étienne la regarda longuement, avant de conclure « J'ai passé ma vie à faire confiance à des chiffres, à des algorithmes, à des contrats. Et c'est une femme de ménage qui m'a rappelé ce que c'est, le vrai risque et la vraie loyauté. » Claire ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Elle sortit du bureau, descendit calmement les étages, regagna son poste. Elle savait maintenant qu'elle n'était plus en fuite. Elle avançait, avec prudence, mais avec une direction claire. Le jeu venait de changer de camp. La semaine suivante fut marquée par une tension si discrète qu'elle en devenait oppressante. Tout semblait normal dans la tour de verre. Les cadres continuaient leurs réunions, les écrans affichaient leurs présentations, le personnel circulait avec cette cadence mécanique propre aux grandes entreprises. Mais sous cette apparente tranquillité, quelque chose grondait. Un filet invisible se tissait lentement. Étienne et Claire en tenaient les fils. Le plan était simple dans son essence, mais risqué dans sa mise en œuvre. Il s'agissait de recréer les conditions exactes de la tentative d'empoisonnement dans le même lieu, avec les mêmes protagonistes. Cette fois, toutefois, tout serait placé sous surveillance discrète et active. 2 caméras avaient été réinstallées à des angles morts jusque-là ignorés. Le système de diffusion vidéo, entièrement réinitialisé, n'était plus contrôlé par le service technique habituel, mais par un ingénieur personnel d'Étienne, loyal depuis des années. Claire, de son côté, avait reçu une nouvelle affectation temporaire. Officiellement, elle avait été choisie pour participer à un projet pilote d'amélioration du service interne, justifiant sa présence en salle de conférence avant les réunions. Sa tâche, préparer les boissons pour les invités de prestige. Personne ne posa de questions. Elle était devenue à nouveau invisible, mais cette fois, par stratégie. La veille de la réunion décisive, Étienne la convoqua dans son bureau. Il déroula calmement le plan final. « Tu placeras les verres comme demandé. À mon signal, l'un d'eux sera échangé. Ce sera celui qui devait m'être destiné. Il ira à lui. » Claire acquiesça. Elle connaissait déjà chaque geste, chaque moment à exécuter. Mais Étienne, cette fois, lui tendit une petite boîte noire contenant un minuscule micro. « Tu le porteras, juste au cas où. Si quelque chose tourne mal, je veux que tout soit enregistré. » Elle prit l'objet, sans poser de questions. Le lendemain matin, la grande salle de réunion du 53e étage fut préparée avec un soin chirurgical. Tout devait ressembler à cette fameuse journée. Même le champagne provenait du même lot, conservé pour l'occasion. Les noms des participants étaient les mêmes, à l'exception d'un ou 2 remplaçants peu importants. Et surtout, le traître était là. Le garde du corps d'Étienne, en costume sombre, posté comme toujours à proximité, feignant d'ignorer la femme qu'il avait tenté d'éliminer. Claire, concentrée, installa les verres en silence. Elle plaça les bouteilles, nettoya les rebords de la table, ajusta les sièges. Puis, à un moment précis, elle déplaça un verre d'1 millimètre, échangeant sa position avec un autre, selon le signal convenu. Tout était en place. Les invités s'installèrent, la réunion débuta. Étienne, assis à la tête de la table, menait les discussions avec son aisance habituelle.
Il parlait d'investissement, de prévision, de partenariat stratégique. Le ton était détendu, maîtrisé. Personne ne soupçonnait que la pièce était devenue un théâtre minutieusement orchestré. À mi-parcours, Étienne leva son verre. « Avant de continuer, dit-il avec un sourire poli, « permettez-moi un toast à l'avenir de cette maison et à ceux qui veillent sur elle. » Tous levèrent leur verre, mécaniquement. Mais Étienne ne but pas. Il fixa le garde du corps, le verre déjà à ses lèvres. « Vous aussi, Pierre, vous êtes là depuis longtemps. Buvez avec nous. » Un flottement, infime. Le garde hésita. Sa main trembla à peine, mais suffisamment pour que tous les regards se tournent vers lui. Un silence lourd s'installa. Puis, lentement, il reposa le verre sur la table, sans le porter à sa bouche. Étienne ne bougea pas. Il observait. Quelque chose ne va pas? Pierre tenta de sourire. Non, monsieur, juste un mal de tête soudain. Mais il était trop tard. Le piège avait fonctionné. 2 agents de sécurité interne, déguisés en assistants logistiques, entrèrent discrètement dans la pièce. Ils s'approchèrent du garde, le désarmèrent sans résistance et l'escortèrent hors de la salle sans un mot. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Le reste de la réunion fut ajourné. Les invités quittèrent les lieux en silence, chuchotant entre eux. La confusion régnait. Mais Claire, restée en retrait, comprit. Tout avait été capté. Le refus de boire, l'hésitation, la mise en scène, et surtout, la réaction d'Étienne, parfaitement maîtrisée. Plus tard, dans un bureau sécurisé, le contenu des caméras fut analysé image par image. L'enregistrement sonore de Claire confirma ce que tout le monde redoutait. Le garde, seul avec elle dans le couloir quelques jours plus tôt, avait insinué la menace, tenté de l'effrayer. Sa voix reconnaissable devenait la preuve irréfutable. Étienne n'eut pas besoin d'accusations publiques. Il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il nettoya discrètement. Le garde fut écarté, puis signalé, puis rendu invisible. Le système interne fut réorganisé. Et personne, en dehors des quelques personnes présentes dans le bureau de sécurité, ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Sauf Claire. Elle vit l'engrenage tourner. Elle vit la machine du pouvoir écraser le traître sans bruit, sans chaos. Et elle sut à cet instant précis que plus rien ne serait jamais comme avant. Le soleil se couchait sur Paris, projetant des reflets dorés sur les vitres de la tour de verre. À l'intérieur, la tension était palpable, bien que soigneusement dissimulée sous les apparences de normalité. Une nouvelle réunion avait été convoquée, officiellement pour annoncer une réorganisation stratégique interne. Les cadres supérieurs, les actionnaires majeurs et certains membres clés de la direction étaient présents. La grande salle du 53e étage brillait comme toujours, impeccable, orchestrée avec précision. Mais cette fois, Claire n'était pas là pour nettoyer. Discrètement installée dans une salle voisine, elle observait la scène à travers une porte entrebâillée, un badge d'accès temporaire autour du cou. À ses côtés, un technicien de confiance surveillait les flux vidéo en direct, s'assurant que tout était enregistré depuis des angles contrôlés. Elle savait que ce moment marquait le point culminant d'un jeu dangereux entamado dans le silence d'un couloir. Étienne entra dans la salle avec calme, son costume sombre parfaitement ajusté, son regard sûr de lui. Il salua les invités, échangea quelques mots, puis prit place en bout de table. Tous attendaient son discours. Il leva lentement la main et la pièce se tut. Il sourit. « Merci d'être venu. Ce soir, je ne vais pas parler de chiffres, ni de fusion, ni de résultats trimestriels. Ce soir, je vais porter un toast. » Un serveur s'avança, disposant devant chaque convive une flûte de champagne. Les bulles scintillaient sous les lumières du plafond, piégeant les regards par leur éclat tranquille. Étienne se leva, prit son verre entre les doigts. « Nous avons bâti cette maison sur la confiance, l'exigence, la loyauté. C'est pour cela que nous avons prospéré. C'est pour cela que nous survivrons. » Son regard balaya la table. Il s'arrêta brièvement sur un visage, celui d'un homme en costume gris clair, assis à droite d'Étienne, Laurent Garnier, responsable du développement international, un pilier de l'entreprise depuis plus d'une décennie. Un homme discret, influent, trop influent. Jusqu'à présent, au-dessus de tout soupçon. Étienne leva son verre en direction de Garnier. « Laurent, buvons à votre réussite future. » Un frémissement passa dans la salle. Garnier hésita. Son regard se fixa sur la flûte. Sa main se crispa,
imperceptiblement. Il tenta un sourire, mais ses yeux trahirent autre chose, un éclair de panique, fugace mais réel. Puis il posa le verre sans le porter à ses lèvres. Je préfère éviter l'alcool ce soir. Maux de tête, dit-il, la voix légèrement tremblante. Le silence qui suivit fut absolu. Étienne ne bougea pas. Il posa lentement son propre verre sur la table. Tous les regards convergèrent vers Garnier, désormais figé dans une posture de fuite impossible. Les membres de l'équipe de sécurité interne, en civil, bougèrent à peine, mais leur présence se fit sentir. « Tu sais, Laurent, dit Étienne avec calme, le pouvoir c'est comme ce champagne, brillant, séduisant, mais il suffit d'une goutte d'impureté pour tout corrompre. » Garnier se leva brusquement, tirant sur la manche de son veston. « Ce sont des accusations sans fondement, » s'exclama-t-il. « Je ne vais pas me prêter à cette farce. »« Ce n'est pas une farce, » répondit Étienne. « C'est une démonstration. » Il fit un signe discret. Le technicien, dans la salle voisine, lança la vidéo. Les écrans de la salle de réunion s'allumèrent d'un coup, projetant en pleine résolution les images captées par les caméras de surveillance. On y voyait Garnier quelques semaines plus tôt, dans un bureau isolé, en pleine conversation avec le garde du corps désormais disparu. Leur échange, capté par un micro directionnel, confirmait l'implication de Garnier dans le plan d'élimination d'Étienne et d'un actionnaire clé. Des mots précis, des intentions claires, des preuves irréfutables. Garnier tenta de quitter la salle. 2 agents l'arrêtèrent immédiatement. Il ne résista pas. Il savait. Et désormais, tous savaient. Étienne regarda chaque personne assise à la table, un à un, lentement. Que cela serve de leçon à chacun d'entre vous. Rien n'est jamais parfaitement caché. Et surtout, personne n'est intouchable. Il sortit de la salle sans un mot de plus, laissant derrière lui une pièce figée, un pouvoir réaffirmé et une vérité impossible à ignorer. Claire, restée en retrait, referma doucement la porte. Son cœur battait fort, mais son visage restait impassible. Elle n'était plus la spectatrice silencieuse des premiers jours. Elle avait agi. Et aujourd'hui, tout s'était retourné. Elle descendit les étages, sans être arrêtée, croisant des regards qu'elle connaissait par cœur. Des regards qui, cette fois, la suivaient. Des regards qui, désormais, la voyaient. 3 mois s'étaient écoulés depuis la soirée où tout avait basculé. 3 mois depuis que la vérité avait été exposée sous les projecteurs discrets de la salle de réunion du 53e étage. 3 mois depuis que Claire Dubois, autrefois invisible, avait fait trembler les fondations d'une des plus puissantes tours de verre de Paris. Le scandale n'avait jamais éclaté publiquement. Étienne avait choisi la discrétion, préférant contenir l'affaire entre les murs de son empire. Laurent Garnier avait démissionné pour raison de santé. Le garde du corps avait pris sa retraite. Des changements stratégiques avaient été annoncés dans un communiqué vague, saluant l'efficacité des nouveaux protocoles de sécurité. Le monde extérieur n'avait rien su. Mais à l'intérieur, plus personne ne regardait Claire de la même manière. Elle n'était plus affectée à l'entretien. Elle ne portait plus d'uniforme. Son bureau, désormais, se situait au 54e étage, juste à côté de celui d'Étienne. Sur la porte, une plaque discrète portait son nom, Claire Dubois, assistante spéciale. Ce titre vague cachait une vérité bien plus profonde. Elle était devenue la personne de confiance du président, sa première confidente dans les affaires internes, celle qu'on consultait quand les signaux devenaient flous, quand les mots semblaient creux, quand il fallait distinguer la loyauté du mensonge. Les premiers jours de sa nouvelle fonction furent étranges. Les regards, autrefois fuyants, étaient maintenant trop insistants. Certains la redoutaient, d'autres l'admiraient. Beaucoup, surtout, l'enviaient. Mais Claire n'avait pas changé son essence. Elle continuait à marcher calmement dans les couloirs, à observer plus qu'elle ne parlait, à écouter les silences autant que les mots. Étienne lui confia peu à peu des dossiers sensibles, vérification de candidatures internes, suivi de communications discrètes, analyse d'échanges douteux. Claire excellait dans cet art du détail. Elle savait déceler l'invisible, le faux semblant. Chaque mot mal placé, chaque haussement d'épaule, chaque regard trop appuyé devenait pour elle une information. Mais au-delà de la stratégie, un autre changement s'opérait. Pour la première fois de sa vie, Claire se sentait à sa place, non pas au sommet d'une hiérarchie, mais dans un rôle où sa voix comptait, où son silence avait un poids, où son regard n'était plus ignoré. Elle ne cherchait pas le pouvoir, elle cherchait la justice,
Et Étienne, homme dur mais lucide, avait compris cela. Il lui laissait de l'espace, de l'écoute, du respect. Il ne partageait pas d'amitié, mais une forme de confiance rare, née dans la tension, forgée dans le feu. Les autres membres de la direction s'étaient peu à peu habitués à sa présence. On lui envoyait des rapports, on sollicitait son avis. On la craignait parfois, mais personne ne la sous-estimait plus. Un soir, alors que le bâtiment se vidait, Claire se retrouva seule dans la salle de conférence du 53e étage. Elle s'assit au bout de la table, à la place qu'occupait jadis Étienne. Elle observa les reflets du verre, les lumières tamisées, la ville qui s'étendait derrière les vitres. Paris brillait au loin, indifférente, immense. Elle pensa à la femme qu'elle était il y a encore quelques mois, à la solitude, à la peur. À cette décision ce jour-là de murmurer à un inconnu que son verre contenait du poison. Ce murmure avait tout changé. Elle sourit légèrement, pour elle-même. Pas de satisfaction, pas de triomphe. Juste une paix discrète, méritée. Une sonnerie retentit sur son téléphone professionnel. Un message bref d'Étienne. Dossier reçu. Décision à valider demain. Votre intuition? Elle répondit simplement. Il ment. Quelques secondes plus tard, il lui renvoya. Comme toujours, vous avez raison. Elle éteignit l'écran, se leva et quitta la pièce sans un bruit. En bas, dans le hall principal, les derniers employés saluaient les agents de sécurité. Claire passa sans être arrêtée. Ils la reconnurent, bien sûr, mais personne n'osa l'interpeller. Elle franchit les grandes portes automatiques, sentit l'air frais de la nuit sur son visage. La tour de verre brillait derrière elle, immense comme un phare dans la ville. Mais cette fois, elle ne brillait pas seule. Claire, désormais, faisait partie de sa lumière. Une lumière qu'on ne pouvait plus ignorer.